Donc, bonjour à toi et bienvenue dans cette quatrième édition du Rendez-vous économique. Donc les sujets sur cette vidéo, ça va être, on va regarder en premier lieu les dernières données économiques qui sont sorties aux États-Unis, c'est le plus important, c'est le plus regardé en ce moment. En deuxième temps, on va parler de la Chine. Je vous ai parlé dans un rendez-vous économique qu'il y avait le gouvernement chinois qui souhaitait mettre en place un plan de sauvetage. On va en parler dans cette vidéo-là un peu plus en détail. On va parler d'un potentiel retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et en dernier, on va parler d'une crise de la NYCB, une banque régionale, et savoir quels impacts il va pouvoir y avoir sur les autres banques et qu'est-ce qui va se passer dans le futur tout simplement. Donc pour les données économiques, les dernières données qui sont sorties aux États-Unis, on va d'abord parler du taux de salaire moyen. Ok. Donc le rebond du taux d'augmentation du salaire moyen est une surprise pour plusieurs raisons. La première raison est que le salaire moyen est supérieur au niveau d'avant la pandémie. Ça signifie quoi? Ça signifie que les salaires augmentent plus rapidement qu'avant la crise sanitaire. C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, pour les personnes qui travaillent, mais ça peut également faire monter l'inflation. Hein, forcément, hein, si on a un niveau de vie, un niveau de salaire supérieur, on va avoir un niveau de vie supérieur, on va avoir tendance à plus consommer, donc ça, c'est très inflationniste. Et c'est trop élevé pour la Banque centrale en fait. La Fed, donc la Federal Reserve, souhaite que les salaires augmentent, mais à un rythme modéré en fait pour réussir à maintenir l'inflation sous contrôle. Une croissance trop rapide des salaires, ça peut créer une spirale inflationniste, hein, comme je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes. Si les salaires augmentent, on va avoir tendance à plus consommer, et qui dit plus consommer, la demande augmente. Si la demande augmente, ça augmente les prix. C'est la base de l'économie, encore une fois. Ça doit être acquis. Voilà. Et on voit que on a un écart entre là, ici, en noir, c'est le salaire avec l'inflation. Ok. Ça comprend les rémunérations, mais aussi les primes et les avantages sociaux, d'accord. Et en bleu, on a le salaire moyen, ok. On compte pas les primes et on compte pas les avantages sociaux, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que c'est quand même globalement corrélé, d'accord. Généralement, quand tu as le salaire moyen sans les primes et les avantages sociaux qui augmentent, tu as le reste qui augmente aussi. Ok. Généralement, quand tu as les salaires qui augmentent, tu as aussi les avantages et les primes qui augmentent. Sauf que là, dernièrement, on voit que on a un taux de un taux de salaire moyen qui augmente, ok, on voit sur le dernier pic, donc là ici c'est au moment où on a commencé à baisser les taux, d'accord, on a eu un salaire moyen qui a descendu, tout ce qui est avantages sociaux et primes, on continue à augmenter, mais ça a fini par descendre, ok, et là tu vois qu'à ce niveau-ci, sur les dernières données, on a un pic haussier, je sais pas si tu le vois bien, mais on a un pic haussier du salaire moyen, par contre on voit qu'on a les avantages sociaux et les primes qui continuent à chuter, ok, donc nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse la Fed, c'est surtout juste le salaire moyen sans compter les primes et les avantages sociaux, d'accord. Mais ceux qui disent oui, du coup, c'est cool parce que les travailleurs, ils sont dans une bonne, ils sont bien, ça les arrange. Au final, ils voient pas la différence parce que si on t'augmente un petit peu ton salaire moyen, mais qu'on continue à te faire chuter tout ce qui est avantages sociaux et primes, au final, ça revient au même. Ok. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le salaire moyen et c'est ce qui intéresse la Fed également. Ok. Donc, comme on l'a vu à la slide d'avant, le taux horaire des salaires moyens a augmenté. Ok. Donc c'est très inflationniste, ça plaît pas à la Fed qui eux veulent réduire l'inflation, d'accord, au maximum la contrôler. Et on va voir une deuxième donnée qui montre que encore une fois l'inflation va repartir à la hausse. C'est tout ce qui est le prix à la production. Donc on va parler dans le secteur manufacturier bien sûr. Okay, le secteur manufacturier, hein, je le répète, c'est toutes les entreprises qui concernent la transformation de matières premières en biens. Ok, donc ça peut être une entreprise qui travaille le plastique pour créer des stylos ou quoi. On regarde ça en particulier parce que ça regroupe tout ce qui nous intéresse pour l'économie. Le prix de matières premières et ensuite le prix à la revente. Okay, si jamais tu vas acheter tes matières premières beaucoup plus chères, tu vas les revendre, du coup l'objet tu vas le revendre plus cher pour la marge tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est des entreprises qui nous intéressent particulièrement pour tout ce qui est économie. Et là on va s'intéresser au prix à la production. Donc combien ça va coûter
de produire un bien. Ok. Les données économiques récentes ont été meilleures que prévu, ce qui indique que l'économie ne ralentit pas. L'indice des prix à la production, donc l'IPP, a augmenté, okay, ce qui montre que les entreprises payent plus pour leurs intrants. Donc, quand on dit payent plus pour leurs intrants, c'est payent plus pour tout ce qui est matière première. Okay. Et ici, en effet, tu vois que les dernières données sur les dernières semaines et derniers mois, l'indice des prix à la production augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça coûte plus cher de produire un bien. Et si ça coûte plus cher de produire un bien, mets-toi à la place d'un créateur, je sais pas, de baskets. Si jamais en temps normal, tu veux créer des baskets, tu veux produire des baskets, ça va te coûter 10 euros, bah, tu peux les revendre 30, ok. Par contre, si d'un coup ça te met à te coûter 20 ou 25 euros, dollars, ce que tu veux, pour produire tes baskets, tu vas plus pouvoir les vendre 30, tu vas devoir les vendre 50, 60, 65, ok. Donc du coup, forcément, ça a un impact direct sur l'inflation, parce que c'est un impact direct sur les prix de revente, ok. Et donc là, on voit que les prix à la production continuent à augmenter, ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup derrière? Si ça coûte plus cher à la production, le prix des biens en général va augmenter. Donc du coup, cela pourrait signifier que l'inflation va continuer à augmenter. Ok. Donc ça, c'est très inflationniste. Ok. On va voir quel impact ça va pouvoir avoir derrière sur les graphiques. Mais les points clés à retenir, c'est que du coup, la Fed ne baissera pas les taux de sitôt. Ok. La Fed attend de voir que l'inflation est en baisse, ok, parce que du coup, les dernières données sont pas du tout encourageantes. L'économie ne ralentit pas, l'indice des prêts à la production est en haute, et du coup, l'inflation, tout ça, et encore une fois aussi ce qu'on a vu au niveau des salaires à la slide d'avant, ça fait que l'inflation pourrait continuer à augmenter, donc du coup, la Fed devra laisser ses taux élevés beaucoup plus longtemps que prévu. Donc sur cette slide-là, on va parler du taux de chômage, d'accord, qui, encore une fois, vous allez le voir, comme les deux slides précédentes, n'est pas bonne pour la Fed, étant donné que ça favorise la croissance économique. Donc sur ce graphique-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en bleu le taux de chômage, ok, tu le vois, unemployment rate, ok. Et qu'est-ce que c'est en blanc? C'est le taux de durcissement des normes de prêt par rapport aux banques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la courbe blanche, augmente, plus c'est difficile d'obtenir des prêts, parce que c'est-à-dire que plus les banques durcissent leurs normes de prêt. Okay. Donc en d'autres termes, plus la courbe blanche est haute, plus c'est difficile d'obtenir de l'argent auprès de sa banque. Okay. Et pourquoi on voit une corrélation entre, tu vois, depuis les années 95 jusqu'à globalement les années 2020, tout ça, vers fin 2019, début 2020, on a une corrélation quasiment parfaite. Tu vois, ici, on a des taux, des normes de durcissement qui s'allègent, et on voit le taux de chômage qui chute. Ici, on a les banques qui durcissent leurs normes de prêt, on a le taux de chômage qui augmente. Pourquoi? Donc ici, tu vois, hop, on rechute, et là, le taux de chômage, ça rechute. Ici, on voit ça augmente, hop, le taux de chômage augmente. Pourquoi? En fait, c'est parce que lorsque les banques durcissent leurs normes de prêt, cela signifie qu'elles sont moins disposées à prêter de l'argent aux entreprises. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça entraîne une réduction des investissements, parce que du coup, si les entreprises, toi, tu as une entreprise, tu peux avoir plus difficilement de l'argent auprès de ta banque, c'est-à-dire que tu vas pouvoir emprunter moins. Et qui dit emprunter moins, ça veut dire que tu vas pouvoir moins investir, tu vas pouvoir moins faire grandir ton entreprise. Et donc du coup, ça a un impact sur ton chiffre d'affaires. Et si tu as un impact sur ton chiffre d'affaires, tu vas pas embaucher, ou en tout cas moins que quand ton entreprise se passe bien, que tu peux bien investir, que tu peux bien faire croître ton entreprise grâce à l'argent des banques. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus les normes de prêt se durcissent, plus le taux de chômage augmente, parce que c'est-à-dire que plus les entreprises ont des difficultés à croître, et donc du coup, ils embauchent moins. Et qui dit moins d'embauche, ça augmente le taux de chômage, et donc du coup, il y a un ralentissement économique. Okay. Donc comme je te l'ai dit, le graphique montre une corrélation entre le resserrement des normes de prêt et l'augmentation du chômage, on le voit, jusqu'à globalement 2019 et 2020, mais on va expliquer pourquoi après il y a ce spread qui se crée. Okay. Cet écart-là est explicable. Okay. On va le voir sur la slide d'après. Cependant, cette fois-ci, le taux de chômage continue de baisser, donc on le voit en bleu, d'accord, on a un taux de chômage qui continue de baisser, globalement on stagne à ce niveau aussi, tandis que les banques durcissent leurs normes de prêt. Donc on le voit ici, hop, ça se durcit, mais ici on a le taux de chômage qui baisse. Ça, c'est bizarre comme phénomène, étant donné qu'on est plutôt corrélé avant, on va l'expliquer. Cela est une bonne nouvelle
pour la croissance économique, hein. Donc on parle du fait que le chômage continue de baisser. C'est une bonne nouvelle pour les États-Unis pour la croissance économique, mais c'est pas une bonne nouvelle pour la Fed. Parce que eux, on le rappelle, hein, on est dans une période d'inflation et eux, ils veulent du coup, entre guillemets, pourrir leur économie pour ramener une inflation à la normale. Et du coup, là, c'est une bonne nouvelle pour la croissance, mais cela signifie que la Fed est moins susceptible de baisser les taux. Okay, donc on le voit, hein, ça fait 3 points à voir qui nous montrent que la Fed n'a pas baissé leur taux de sitôt en fait. Okay, donc on va l'expliquer, on va expliquer à la slide d'après pourquoi il y a ce spread là. Donc comment expliquer cet écart? Donc ici on a un graphique qui montre le montant que les entreprises doivent payer en gros en intérêt aux banques, okay, et on voit que ça chute, okay, globalement depuis fin 2019, début 2020, en fait, à peu près au même moment où il y a le spread qui a commencé à se créer. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que les entreprises doivent de moins en moins d'argent aux banques. Okay, ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'en fait, les entreprises sont de plus en plus indépendantes et en gros, ils sont de moins en moins dépendantes aux banques. Okay, donc dépendance réduite aux banques. Auparavant, les entreprises dépendaient des banques pour obtenir des prêts. Beaucoup, okay, surtout dans les années dans les années où voilà, il n'y avait pas trop Internet, etc. C'était la chose la plus classique, c'était d'aller demander à la banque, à leur banque. Okay. Aujourd'hui, elles peuvent lever des fonds sur les marchés, des capitaux, en émettant des actions, des obligations, et cela signifie que les hausses des taux d'intérêt ont un impact moins important sur les entreprises. Okay. Depuis les années 2019-2020, c'est là où le trading entre parenthèses a été le plus en plus démocratisé. Il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été créées, beaucoup de fonds d'investissement. Ça s'est beaucoup démocratisé, d'accord, même avant 2019-2020, hein, mais beaucoup aussi grâce à la pandémie du Covid. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées chez eux, ils savaient pas trop quoi faire, les casinos étaient fermés, etc. Et donc du coup, on parlait de plus en plus de trading, c'est beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus d'investissement en actions, etc. Du coup, à partir de là, c'est là où on voit que les entreprises sont de plus en plus indépendantes aux banques. Maintenant, pour obtenir de l'argent, tu peux utiliser ta banque, mais également les entreprises peuvent émettre des actions, des obligations, etc. Donc du coup, ça veut dire que si jamais les taux d'intérêt sont trop élevés auprès de la banque, avant les entreprises elles auraient dit quoi? Tant pis, c'est notre seul moyen, donc on va se plier à la banque, d'accord? Mais là maintenant ils ont d'autres moyens sur les marchés qui sont très démocratisés, d'accord? Les actions, les obligations, il y a plein de brokers en ligne qui sont ouverts, etc. C'est beaucoup plus, en fait, il y a un accès beaucoup plus simple depuis l'arrivée d'Internet, mais ça a mis du temps à se mettre en place, d'accord? Et maintenant, aujourd'hui, on a un accès beaucoup plus simple à tout ce qui est investissement en actions, etc. Demande aux personnes qui ont investi dans les années 70 si c'était facile, c'était beaucoup plus difficile d'acheter des actions, d'accord? Maintenant, tu te connectes à un courtier, hop, tu te crées un compte, voilà, c'est beaucoup plus monsieur tout le monde peut acheter des actions, d'accord? Du coup, forcément, ces entreprises-là, elles en profitent, ok? Quand il y a des taux d'intérêt trop élevés, eh bien, il y a une solution de secours, entre guillemets, c'est les actions, les obligations, etc. Ce qui fait que, là, on a les taux d'intérêt qui augmentent, on a un durcissement de la norme de prêt qui est faite par rapport aux banques, et on a un taux de chômage qui continue de baisser. Pourquoi? Parce que les entreprises continuent à pouvoir à récolter de l'argent grâce aux actions, obligations, et donc du coup, ça n'a pas d'impact au moins en tout cas d'impact sur leur chiffre d'affaires, etc. Donc du coup, ils peuvent continuer à embaucher, comme si les banques pouvaient leur prêter de l'argent. Donc du coup, ça fait que on a un taux de chômage qui continue à chuter et qui n'augmente pas. Donc ça, en fait, ça explique la dépendance réduite aux banques, explique ce spread qui se crée depuis 2020-2021. Ok. Du coup, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on a vu 3 nouvelles données qui sont sorties qui sont très inflationnistes, donc qui vont favoriser une hausse des prix. Ok. Et comme je t'ai expliqué, qui dit hausse des prix dit taux élevés maintenus plus longtemps, et donc du coup, comme tu le sais, hein, plus les taux sont élevés, plus une monnaie va être évaluée, donc plus une monnaie va augmenter, et plus les taux vont être baissés, plus la monnaie va se dévaluer. Okay, ça c'est de l'économie. Okay, et donc du coup, comme les taux vont être maintenus plus élevés pendant plus longtemps, ok, comme on l'a vu avec toutes les données qui sont sorties, on devrait avoir, donc là on parle des États-Unis, hein, d'accord, hein, les États-Unis comme tu le sais, c'est vraiment la première puissance mondiale, donc du coup c'est ça qu'on regarde en premier, et généralement tous les pays suivent derrière, ok, et donc en fait là on devrait avoir une devise
Donc, dollar qui devrait continuer à augmenter. Là, on est sur le graphique, ok, on est sur le graphique de la devise du dollar toute seule, ok. C'est pas euro-dollar, c'est pas quelque chose, c'est pas une paire, c'est vraiment juste la devise du dollar. Et on voit que tout conflue en fait. On est sur un marché haussier, ok. On a un bloc institutionnel à ce niveau-ci avec de l'imbalance à venir combler. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, on devrait avoir une hausse du dollar qui devrait être mise en qui devrait s'exécuter de par le maintien des taux d'intérêt qui seraient élevés. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que ça a un impact toi sur ton trading? Tu sais que tout ce qui va être XXX, donc peu importe face au dollar, ça va avoir tendance à chuter, ok, parce que le dollar va avoir tendance à augmenter. Et tout ce qui va être dollar face à quelque chose, ça va augmenter, ok, parce que tu vas avoir le dollar qui va prendre de la valeur par rapport à la devise qu'on va comparer. Donc tout ce qui est par exemple euro-dollar, on va avoir tendance à avoir un order flow baissier, ok. Et tout ce qui est par exemple USD CAD, USD CHF, ça va avoir tendance à augmenter, ok. Donc c'est pour ça, hein, c'est très important, c'est le but de tout ce qui est rendez-vous économique sur ma chaîne, c'est de pouvoir expliquer en fait sur les graphiques qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à de la data derrière et par rapport à des informations qui sont là, hein. C'est officiel, hein, c'est pas moi qui les interprète, c'est vraiment officiel. Donc voilà, grâce à cette première partie, tu peux anticiper une hausse du dollar sur les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à ce que les données un petit peu s'inversent et qu'on puisse anticiper une baisse des taux. Maintenant, on va parler du sauvetage de la Chine. Donc, comme tu as pu le voir dans un rendez-vous économique, on avait le gouvernement qui souhaitait mettre en place des mesures pour soutenir leur indice, qui avait perdu énormément en valeur depuis 2021, leur sommet, il me semble bien, si ma mémoire est bonne. Et là, en fait, on va parler du coup des mesures qui ont été mises en place, parce que c'est bon, ça y est, hein, je suis assez content parce que du coup, tout ce que je vous ai dit, ça s'est un petit peu passé. Là, tu vois, on a un graphique de l'indice chinois avec la performance journalière, et tu vois que là, on était globalement en baisse, et là, tu vois que depuis on a fait une journée à plus 3%, ok, donc ça montre bien que le plan de relance a été mis en place, ok, donc ça sur tes graphiques, comme je te l'ai montré, je sais plus dans quel épisode c'était, tu aurais pu intervenir, acheter ou chercher à trouver un bon timing pour acheter de l'indice chinois et tu aurais pu faire de la performance, tu vois. Et en fait, bon après je peux vous montrer si vous voulez sur les graphiques le rebond qu'a fait l'indice chinois, je vais vous le montrer après si vous voulez, mais en tout cas ça vous montre que tout ce qui se passe fondamentalement, il y a une répercussion derrière sur les graphiques. Donc si tu arrives à avoir le bon timing parce que tu es bon en technique et en plus tu as les bonnes informations au bon moment sur les bons articles, etc., d'où tout l'intérêt de mes vidéos, tu arrives à avoir des gros mouvements et des grosses performances. Donc qu'est-ce qui a été mis en place par le gouvernement? Donc le gouvernement chinois a injecté des liquidités dans le système financier, ok. Donc en gros ils ont acheté leur propre indice, ok. C'est comme si toi tu avais une boîte qui coulait un petit peu et toi tu vas mettre énormément d'argent pour racheter tes propres actions à toi, ok. Donc tu vas augmenter la demande c'est toi, hein, mais tu vas augmenter le prix de ton action obligatoirement. Ensuite, le gouvernement chinois assouplit les règles de cotation en bourse, donc c'est beaucoup plus facile, il donne un accès beaucoup plus facile à tout ce qui est boursier, ok, donc ça favorise monsieur tout le monde à acheter des indices, des actions, etc. Donc ça aussi, ça peut jouer, hein. On a aussi un gouvernement chinois qui a déclaré son soutien au marché boursier et aux indices chinois de manière générale, donc ça joue psychologiquement sur la population. Si t'es censé faire confiance en ton gouvernement, d'accord, donc si ton gouvernement te dit voilà, on soutient, il n'y a pas de souci, le marché boursier et l'indice chinois se portent très bien, vous pouvez acheter, etc. Forcément, ça va inciter les gens à acheter. Okay. Donc ça, c'est tout ce qui a été mis en place par le gouvernement. Il y a aussi tout ce qui est restriction Covid-0 qui a été levé. Ok. Il y avait plein de restrictions par rapport au Covid, etc. Et ça, en fait, les investisseurs pensent que la levée des restrictions Covid stimulera l'économie chinoise. Ok. Il y avait des restrictions qui, on va dire, étaient un peu nuisibles qui pouvaient nuire à l'économie. En tout cas, ça pouvait faire des ralentissements économiques. On a les investisseurs aussi qui pensent que la levée des restrictions Covid permettra aux entreprises chinoises de, du coup, croître. Ok. Donc du coup, si les entreprises croient, si les entreprises chinoises continuent à croître, eh bien, ça augmente les indices. Ok. Parce que je te rappelle que le CSI 300, c'est les 300 plus grosses entreprises chinoises. Donc, si les entreprises de manière générale renouent avec la croissance, l'indice devrait augmenter. Ok. Après attention, ok, bon ça j'y crois pas trop, ok, mais ça peut être un rebond, on appelle rebond du chat mort. Alors c'est un nom un petit peu rigolo, mais en gros qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un rebond, c'est une montée qui est plus sur du court terme pour ensuite chuter, ok. Donc le rallye est peut-être une simple correction après une longue chute.
Et aussi, bon, ça j'y crois pas trop, le rallye est peut-être une tentative des investisseurs de se débarrasser de leurs actions avant le nouvel an lunaire. Ok, bon, ça j'y crois pas trop, hein. C'est pour moi, s'ils avaient voulu se débarrasser de leurs actions, ils l'auraient fait avant, d'accord. Il n'y a pas réellement besoin d'un gros mouvement haussier. Ok, tu manipules le marché, tu crées une grosse distribution et puis tu peux te débarrasser de tes actions. Ok, mais bon, ils l'auraient fait bien avant. Moi, ça j'y crois pas. Mais bon, comme c'est une information que j'ai lue dans un article, je vous le partage. Ok, mais voilà. En gros, ce document-là et ce graphique-là montre qu'il y a un plan de relance qui est mis en place. Et donc, du coup, ça commence à porter ses fruits. Ok, on a une journée à plus 3%. Ok, je vais vous montrer dessus sur les graphiques. Vous allez plus comprendre. Donc, voici un graphique du CSI 300. D'accord, c'est exactement l'indice chinois dont je t'ai parlé. Il me semble que dans la vidéo, lorsque j'avais commencé à te parler que l'indice allait rebondir, on était à peu près par là, ok, on était dans cette grosse demand Monty, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il a bien réagi en fait à l'intérieur, il a créé de la liquidité ici, il est venu chercher, et là hop, à partir de début février, on a eu une augmentation du plus bas au plus haut qui était de l'ordre de plus 8%. Ok, donc ça, encore une fois, tout s'explique, d'accord? C'est pas juste waouh, on est arrivé sur un point de résistance ou quoi, c'est vraiment parce que, comme tu l'as vu dans mes vidéos précédentes, la Chine a mis en place un plan de relance. Donc, du coup, ça montre que, voilà, quand tu es bien informé et que tu as les informations avant, tu peux anticiper certains mouvements. Donc là, tu vois, tu aurais pu trouver une manipulation interne pour pouvoir spéculer à la hausse et venir, par exemple, target cette trading range à ce niveau-ci. Ok, tout ce qui est trading range, encore une fois, j'explique ce que c'est dans mon école en ligne. Mais du coup, voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu ce qu'on voyait sur les graphiques et que du coup, ce que j'avais prédit, anticipé entre guillemets, grâce aux articles et à la fondamentale, ça s'est bien passé derrière sur les graphiques. Retournons un petit peu à notre sujet. Avons-nous affaire à un faux rebond, ok, ce qu'ils appellent le rebond du chat mort. C'est un peu triste, un peu rigolo comme nom, mais bon, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc ici, on voit que pourquoi c'est une probabilité, c'est que on a déjà eu auparavant un rallye qui a été provoqué par des rumeurs selon lesquelles le gouvernement allait prendre des mesures, etc., pour soutenir le marché boursier. Ça s'est pas mis en place, même du coup, c'était seulement des rumeurs. Du coup, le rallye, comme ça, c'était pas réellement, voilà, c'était juste une rumeur. Eh bien, on a eu un mouvement, mais après, bon, il s'est rien passé derrière, et donc du coup, forcément, comme je vous ai dit dans un précédent rendez-vous économique, si jamais il y a juste des rumeurs de prise en charge du gouvernement, mais qu'il n'y a rien de réellement qui est mis en place derrière, ça ne peut pas durer indéfiniment. Okay, et là, c'est ce qui s'est passé. Okay, on a eu une hausse grâce à la rumeur, et après, on a continué à chuter. Okay, donc c'est ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour dire si le rallye actuel sera durable. Okay, faudra attendre les prochaines données économiques. C'est pour ça qu'on va essayer de voir, d'anticiper un petit peu, de se renseigner sur les données économiques chinoises, ok, pour voir si réellement ce qui est mis en place ça fonctionne. Il est important de surveiller les données économiques et les actions du gouvernement. Donc là, c'est ce qu'on a regardé. On a des actions. Donc c'est bien parce que là, il y a des actions derrière qui sont mises en place. Okay, c'est pour ça que moi, je vous ai dit le rebond du chat mort, entre guillemets, j'y crois pas. Un faux rebond, j'y crois pas, parce qu'en fait, ici, c'était juste des rumeurs, il n'y avait rien qui était réellement mis en place. Là, ok, on a eu des choses qui ont été mises en place. Okay, donc au début, c'était qu'une rumeur. Quand je vous ai dit, je vous ai parlé au conditionnel, ok, dans un précédent rendez-vous économique, je vous ai dit, ils envisageraient, ok. Sauf que là, c'est mis en place, ok. Et encore une fois, je vous ai montré sur le graphique et sur ce document-là, il y a une réaction derrière, ok. Bon, c'est pour ça que voilà, moi j'y crois pas trop à que ce soit un faux rebond, et puis même techniquement, etc. Il y a beaucoup de zones de liquidité en haut, etc. Avec des setups, tout ça qui peut me faire penser que la hausse va être plus sur le long terme. Mais bon, comme c'est quand même une possibilité que ce soit un faux rebond, il faut être très pragmatique, d'accord, en finance. Il faut pas dire oh j'ai raison, s'il faut je vais avoir tort et que ça va chuter. Donc je préfère vous en parler, ok. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis tout ce que je raconte dans mes articles, il faut, avant d'investir tête baissée dans ce que je dis, il faut quand même que vous vous renseigniez de votre côté et puis également chercher à comprendre sur les graphiques, trouver le bon timing, d'accord. On ne regarde pas une vidéo de Smart Forex et puis on se dit bon je vais aller sur mon courtier et puis je vais acheter. Non, d'accord, parce que on n'a jamais toujours raison, ok. Même tu vois, il y a des économistes qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, ils ont dit oui, la Fed vont baisser leur taux en mars, ok. Et pourtant ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience, d'accord. Ils se sont trompés, tu vois. Donc voilà. C'est une possibilité, moi j'y crois pas, mais je vous en parle quand même parce que ça reste une possibilité qu'on continue la chute.
Donc, on va parler maintenant des dangers d'une intervention gouvernementale. Parce que, bon, une intervention du gouvernement, c'est bien, ça permet de maintenir l'indice, mais historiquement, il y a toujours eu une contrepartie derrière. Ok. Donc, les interventions gouvernementales passées n'ont pas toujours été couronnées de succès. Le CSI 300 a connu des bulles et des cracks en 2008, 2015, 2020. Ces bulles ont été causées par des interventions gouvernementales visant à stimuler l'économie. Ces bulles ont ensuite éclaté, ce qui a eu des conséquences négatives sur l'économie. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, intervention du gouvernement, on a un indice qui augmente, sauf qu'au bout d'un moment, ben, il y a une contrepartie, d'accord, on va le voir parce qu'en fait les interventions gouvernementales ça peut fausser l'économie, et donc du coup qu'est-ce qu'on voit? Une chute. Ici, intervention gouvernementale, une chute. Intervention gouvernementale, une chute, ok. Plus ici l'intervention gouvernementale plutôt qu'ici, plus ici. En 2020, ouais, c'est ça, ici, intervention gouvernementale et une chute, ok. Et donc du coup là, si on a une intervention gouvernementale, voilà, en 2024, ben, on pourrait suivre, continuer à aller chercher les plus hauts, sauf qu'on aurait un crack ensuite derrière. Ok, là, ce qui me rassure, et sur le fait que pour moi ça peut être un vrai rebond, c'est que malgré les chutes, on reste quand même sur du bullish. Ok, on a un low ici, un high ici, une chute. On vient continuer l'order flow ici, ok, on a protégé ce low à ce niveau-ci, donc ici on a eu un retracement, on a protégé ce low à ce niveau-ci, on est venu continuer l'order flow, ok. Et là globalement c'est pareil, ici on a retracé, on a protégé ce low là, et on est venu faire des plus hauts. Là on retrace, et on protège toujours ce lot là, ok, et on peut continuer à venir faire des plus hauts. Donc là tu vois, on voit sur le très long terme on reste bullish, ok, donc ok il y a des baisses mais on reste bullish. C'est pour ça que moi je suis très optimiste quant à l'indice chinois et que je pense que ça va se retracer. Donc les interventions gouvernementales peuvent fausser l'économie. Le gouvernement chinois utilise souvent le marché boursier pour atteindre des objectifs politiques. Ok, t'as un gouvernement qui veut dire regardez, moi je suis le plus fort. Par exemple, on voit souvent ce phénomène-là quand il y a des élections qui vont arriver. Oh regardez, moi je suis le plus fort, j'ai réussi à redresser l'économie. Oui, mais ce que derrière tu dis pas, c'est que c'est grâce à des fonds, des entreprises privées, etc. Tout ça que tu as réussi à relever l'économie. Donc c'est très bien, les données actuelles sont bonnes, tu vas pouvoir être réélu. Mais sauf que le truc c'est que après pendant ton mandat, il va y avoir, comme on le voit, un crack et donc du coup ça va chuter. Sauf que ça ils s'en foutent. Ils s'en foutent les politiques parce que ils sont réélus. C'est l'objectif, c'est d'être réélu, d'accord. Après, qu'est-ce qui se passe pendant leur mandat? Ça chute. Et après, qu'est-ce qui se passe après, hein? Hop, réélection. Hop, tu reboostes l'économie. Hop, tu remontes pour atteindre tes objectifs. Et puis, t'es réélu. Enfin voilà, c'est très ça peut fausser l'économie en fait, hein, pour des raisons politiques. Cela peut conduire à une allocation inefficace des ressources. Logiquement, hein, si jamais tu dois investir énormément dans ton indice pour le maintenir, c'est des ressources en moins que tu mets dans les écoles, dans les hôpitaux, dans le militaire, etc., etc. Donc ça c'est très néfaste également. Ok, c'est comme si toi tu mettais tout ton portefeuille dans la technologie. Si la technologie chute, ton portefeuille ils font comme je sais pas quoi. Ok, tandis que si c'est bien réparti, il y a ce qu'on appelle du hedging. Ok, si tu as la technologie qui chute mais la médecine qui augmente, si tu as investi dans les deux, tu as un portefeuille qui reste quand même assez stable. Ok, là en fait l'allocation inefficace des ressources, c'est que tu mets tout dans ton indice, donc forcément ça peut être dangereux. Et donc, du coup tout ça peut créer des risques systémiques. Donc c'est pour ça que une intervention gouvernementale c'est bien à l'instant T, mais il va falloir s'attendre à les retomber au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce que ça va donner sur le graphique à ce niveau-ci? C'est du coup donc là, au moment où j'ai pris le screen, on n'était pas encore, on n'avait pas encore eu la hausse, mais là, à ce niveau-ci, on a l'indice chinois, d'accord? Et donc du coup, sur les graphiques, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner une augmentation dans l'indice chinois, donc comme il est en train de se passer actuellement. Bon, au moment où j'ai pris le screen, il n'y avait pas. Mais donc du coup, voilà, on peut avoir une augmentation vers la trading range, ok, minimum. Et comme je t'ai dit, qu'est-ce qui me fait dire que ça peut être un vrai rebond et pas un faux rebond? C'est que tu vois, on a des zones de liquidité à ce niveau-ci et ici, à ce niveau-ci qui ont été préparées. Tu vois, un rebond, deux rebonds, trois rebonds. Ici, pareil, un rebond, deux rebonds, trois rebonds, quatre rebonds. Ça, c'est des setups qui ont été préparés pour quand le prix va remonter, hop, pouvoir se servir de la liquidité pour faire un retracement, ok. Et donc du coup, ça, si ça a été préparé, c'est que le compo hitman sait que le prix va retourner à un moment donné à ce niveau-ci, ok. Ici, on a une intervention de l'État pile au moment où on est dans un bloc institutionnel à ce niveau-ci. Tu vois que c'est le dernier mouvement baissier avant la forte chute, la forte augmentation, pardon. Donc tu vois qu'il y a tout, le timing est parfait pour venir faire des plus hauts. Ok, donc pour moi, voilà, et ça peut être un faux rebond, d'accord, je peux me tromper, mais on a quand même de fortes chances que ce soit un rallye haussier qui dure. Et par contre, une fois qu'on atteint l'order flow, avoir potentiellement un crack dû, voilà, comme on l'a montré précédemment, à l'intervention gouvernementale, et ensuite un retracement, avant d'avoir, de toute façon, l'économie, je vous le dis depuis le début, mais c'est quelque chose qui se répète, d'accord. Donc tu vois, ça va se répéter, ok, on va réussir à atteindre des plus hauts, donc toi tu peux réussir à faire un bon pourcentage si jamais tu arrives à avoir un bon timing, et dès qu'on atteindra les plus hauts, hop, la bulle va éclater, hop, on va avoir un retracement, mais voilà, ça va toujours se répéter.
arrêter. Donc c'est pour ça que moi je cherche à intervenir sur l'indice chinois depuis ce niveau-ci, et pour moi c'est très intéressant. Mais encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. On va passer maintenant au sujet de Donald Trump. Donc à ce niveau-ci, c'est juste une seule slide. Je vais parler vraiment de ça 2 minutes, juste pour montrer que Trump est favori depuis, est passé bien favori, ok, depuis la fin de l'année pour gagner les élections face à Joe Biden. Donc Trump domine le processus de nomination républicain. Trump est le candidat républicain le plus populaire. Il a remporté la plupart des primaires républicaines et il est soutenu par la plupart des dirigeants républicains. Ok, donc voilà, tu sais comment ça fonctionne les élections américaines. Hein. Il y a des primaires pour élire les deux candidats qui vont s'affronter pour l'élection finale entre guillemets. Et Trump, il a remporté la plupart des primaires. Donc déjà, bon, c'est lui qui va se retrouver dans le on va dire la finale, voilà, la nomination finale, ok. Mais on voit surtout qu'ici, tu vois, c'est en bleu, c'est les pourcentages de chances que Donald Trump soit élu face à Joe Biden en noir, ok. Et tu vois qu'ici, globalement, à partir de octobre, novembre, décembre, ici, on voit que l'écart s'est creusé, ok. Trump a de bons résultats dans les sondages, il est au coude à coude avec Biden, ok. Donc ici, il était au coude à coude, mais à ce niveau-ci, il a commencé à prendre de l'avance. Il est en tête de certains États clés, donc comme voilà, il a gagné beaucoup de primaires dans des États qui sont très très importants. Son avance sur les sondages s'est accrue ces derniers mois, donc là on le voit. Et par contre, Biden, c'est qu'il devient de plus en plus impopulaire, il est considéré comme trop âgé et trop fatigué. On voit les news, ça se moque un petit peu de lui par rapport à des choses qui n'ont pas de sens, qui racontent des choses un petit peu tordues, des problèmes de mémoire, etc. Et après, ça s'est marqué dans l'article, il a du mal à faire face à l'inflation et d'autres problèmes économiques, ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas forcément d'accord. Donc, mais bon, je le mets quand même parce que c'est dit dans l'article, hein, d'accord. Donc c'est une information qu'il faut que je vous donne. Et voilà, globalement, c'est parce que on le voit hein, de plus en plus, il y a des articles qui sortent par rapport à des problèmes de mémoire, des choses qui dit qui n'auraient pas trop de sens, etc. Donc il devient de plus en plus impopulaire par rapport à un Donald Trump qui lui monte en puissance. Et le dernier sujet de ce rendez-vous économique, ça va être la New York Community Bank. Ok, donc la NYCB qui est en crise et qu'est-ce qui va potentiellement se passer. Donc un peu d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin un peu d'histoire, ça s'est passé récemment. Moody's, donc c'est une société qui note tout ce qui est État, entreprise, etc., a abaissé la note de crédit de NYCB. Donc quand je vais dire NYCB, c'est la New York Community Bank, d'accord. Et du coup, elle a abaissé la note de crédit. Et a averti que la banque était confrontée à des risques financiers. Les actifs de la NYCB sont trop exposés au secteur de l'immobilier et du prêt hypothécaire, donc ils ont mal réparti leurs investissements, ok, trop exposés, surexposés au secteur de l'immobilier, et c'est des secteurs qui sont de plus en plus en danger aux États-Unis, ok, ce qui rend l'investissement chez cette banque-là plus risqué que d'habitude. Okay. Suite à cette baisse de la note de la part de Moody's, les actions d'entreprise ont chuté de 60%, donc là c'est le graphique que tu vois là, ok. Ça a chuté, en raison de l'inquiétude des investisseurs concernant son exposition à l'immobilier commercial. Donc là pareil, hein, tu vois que toi je sais pas, t'es à quelle banque? T'es au Crédit Agricole par exemple. Si on te dit Moody's a baissé la note du Crédit Agricole parce que c'est trop dangereux, ils sont trop exposés à tel secteur, toi tu vas avoir peur, tu vas retirer ton argent de la banque, d'accord, c'est normal. Les investisseurs ont peur, d'accord. La NYCB a également dû baisser les dividendes qu'ils versent aux investisseurs, ok. Donc ce qui rend moins attractif une action de l'entreprise, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent des actions par rapport aussi aux dividendes qui peuvent être intéressants, mais là c'est moins le cas. Donc, du coup les investisseurs ont peut-être revendu leurs actions par rapport à cette baisse de dividendes là, ok. La dégradation du secteur immobilier et hypothécaire aux USA est notamment due à la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la qualité des crédits bancaires et une réglementation plus stricte. Quelles sont les conséquences possibles pour la banque NYCB, okay, donc la New York Community Bank. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, okay. On a une restructuration de la banque qui est possible, donc ça va prendre du temps, mais tout restructurer, okay. Tout reprendre de zéro, donc revoir peut-être la diversification du portefeuille, etc. Enfin voilà, une restructuration complète. Il peut aussi y avoir une vente de la banque, donc comme on peut le voir, il y a beaucoup c'est le cas de pas mal de banques en faillite, okay, elles se font racheter par des plus grosses banques, okay. Du coup les plus grosses banques gagnent des parts de marché, elles gagnent des nouveaux clients, okay. Donc il y a une vente de la banque qui est possible, mais il y a aussi une nationalisation de la banque. Donc qu'est-ce qu'une nationalisation de la banque? C'est dans la plupart des cas, ça veut dire que l'État en fait rachète la banque, okay. L'État devient propriétaire de la banque, okay. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé et quelles conséquences, qu'est-ce qui peut
arriver à la NYCB pour repartir. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On va voir, est-ce que ça peut être le début d'une crise des banques régionales? Donc oui, la New York Community Bank, c'est une banque régionale, d'accord? C'est pas une grosse banque nationale, etc. C'est une banque régionale, donc c'est une toute petite banque. Mais les difficultés de la NYCB sont un signe des défis auxquels le secteur bancaire est confronté. Ok, les banques sont confrontées à une réglementation accrue. Ok, donc comme on a pu le voir, ok, dans une slide, je ne sais plus laquelle c'est celle-ci. Voilà, c'est plus difficile. Il y a des règles, une réglementation beaucoup plus stricte due à la hausse des taux, etc., etc. Ok, donc ça c'est un premier souci. Ok, les banques sont confrontées à la concurrence des technologies financières. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit, tout ce qui est les obligations, tout ce qui est technologie financière, actions, obligations, etc. Ça joue aussi sur les banques, comme on l'a vu précédemment. Le secteur bancaire est très touché par les taux d'intérêt élevés, ok, donc c'est de plus en plus difficile avec les taux d'intérêt. Ben, toi, à mon avis, par exemple ceux qui veulent acheter une maison, ben, ils vont attendre que les taux baissent, ok, donc ben, forcément c'est moins d'argent, ça fait moins travailler les banques, ok. Et depuis la chute de la NYCB, les investisseurs perdent confiance peu à peu au système bancaire. Ok, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en noir le cours de la NYCB, ok, et en bleu, on voit en gros un indice de plusieurs banques régionales. Ok, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir d'ici, ok, on a une augmentation. Ici, on stagne. Et ici, on a la NYCB qui chute. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, on a plusieurs cours d'action d'autres banques régionales qui se mettent à chuter. Ok, donc est-ce que ce qui s'est passé auprès de la NYCB, ça prévoit une chute des banques régionales et une crise de banques régionales? Seul l'avenir nous le dira, mais c'est une possibilité. Sur les graphiques, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc là, tu vois, on est sur le graphique on est sur le cours de la NYCB. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est de retour dans le dernier bloc institutionnel. On reste bullish, d'accord? On a un low ici, un high ici, et là tout ça c'est un retracement. Ok, donc là c'est bizarre hein, parce que je te parle d'une crise, mais après je te parle de potentiellement plus tard prendre des achats sur cette banque-là. Ok, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a plusieurs plans de relance, ok, qui sont possibles, et donc du coup le cours de l'action va remonter. Il y a de très fortes chances qu'elle remonte suite à un plan qui va être mis en place pour relancer la banque. Donc ça peut, comme je te l'ai dit, sur une restructuration, une vente ou une nationalisation. Okay, deuxième chose, on voit qu'il y a des zones de liquidité qui ont été laissées par le Composite Man. Ça, c'est pas laissé pour rien. Okay, on a une retail zone à ce niveau-ci, on a aussi une zone à ce niveau-ci, ici également. Donc qu'est-ce que c'est des zones de liquidité? Je l'explique dans mon école en ligne. Ok, un peu plus en détail comment utiliser ça. Mais en gros, il y a des setups qui me font penser que le Composite Man a laissé ce setup-là pour venir le chercher ensuite. Ok, donc je pense que ça va prendre du temps. Ok, on peut avoir globalement dans cette zone bleue à ce niveau-ci un ralentissement, une accumulation qui se met en place. Et si on arrive à trouver le bon timing, voilà, que la crise bancaire, parce qu'une crise bancaire c'est jamais indéfini, d'accord, ça dure longtemps, mais au bout d'un moment ça repart, et encore heureusement. Ça ferait peur sinon pour tout ce qui est économie mondiale. Mais en gros, voilà, le fait qu'on soit toujours bullish, ok, on est entre ici, et là on est dans un retracement, on a un ordre flow qui continue d'être haussier, plus le fait qu'il y a des zones de liquidité qui ont été laissées par le Composite Man, moi ça me fait penser, ça pour moi je pense, hein, après je peux me tromper encore une fois, mais grâce à potentiellement un de ces trois choix-là pour relancer la banque, je pense que ça va finir par relancer la banque et venir faire des plus hauts. Donc moi, je vais garder dans un petit coin de ma tête, donc ça va pas se faire de suite, hein, d'accord, ça va pas se faire de suite, mais je vais garder le graphique à part, ok, j'ai un onglet qui est dédié à tout ce qui est analyse qui va se passer dans le long terme, quelques mois quoi, et quand je vois qu'il y a un bon timing, potentiellement investir, si je vois aussi voilà, des articles qui disent qu'il y a des plans de relance qui ont été mis en place, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail, d'accord, c'est pour ça que l'investissement, il y en a beaucoup qui perdent de l'argent, 95% des gens perdent de l'argent parce qu'ils investissent à la one again et qu'ils font pas de recherche derrière. Nous, comme tu peux le voir, c'est très structuré, article, après on fait le lien avec la technique, on attend le bon moment, le bon timing. Pour avoir le bon timing, ça se passe sur mon école en ligne, bien sûr, c'est tout un métier, d'accord, ça s'apprend. Mais voilà, avec les articles économiques, les bonnes informations et les bons timings, donc quand je te parle de bon timing, ça peut être dans les prochains jours comme dans les prochains mois. Là, ça sera quelque chose plus dans les prochains mois. Ok, c'est un truc plus long terme. Ok, je pense qu'il va y avoir une grosse phase d'accumulation dans cette zone-là pour potentiellement ensuite un plan de relance qui est mis en place et venir reprendre
à la hausse, hein. On a aussi, après voilà, les grosses chutes, c'est pas nouveau, hein. Il y a Meta, si tu vas voir le graphique de Meta, donc anciennement Facebook, Meta avait perdu énormément. Je crois que c'était, bon, je vais te dire une bêtise, mais je l'ai plus de tête, mais c'est énorme toute la valeur qu'a perdu Meta. Il y en a beaucoup qui disaient que ça allait s'effondrer, etc. Ben, Meta maintenant est à son plus haut, d'accord? Donc voilà, des grosses baisses comme ça, c'est pas nouveau. Voilà, dans quelques années, s'il faut, voilà, on va avoir un order flow, on va avoir la NYCB Bank qui va être à son plus haut après s'être relancé, donc soit une restructuration, soit une vente, etc. Et donc du coup, bah, voilà, c'est un investissement qui pourrait durer quelques années, mais avec une forte, un fort gain potentiel. Encore une fois, je le répète, hein, c'est pas des conseils en investissement, je le répète souvent, mais c'est très important, hein. Il faut pas, voilà, entendre une info et investir. Ok, voilà, je peux me tromper. Tous les professionnels peuvent se tromper, mais moi je donne juste mon avis. Ok, fais tes recherches de ton côté et puis investis en connaissance de cause. Ok, et surtout investis ce que tu es prêt à perdre. Ok, on se met pas en danger financièrement. Donc voilà, j'espère que ces petits sujets t'auront plu. N'hésite pas à me dire, à me donner des retours dans les commentaires ou pour les élèves qui regardent cette vidéo dans le Discord. Et puis ben, je te dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous économiques. Ciao ciao.